Mais d'abord... C'est plus important pour moi qu'une mère monoparentale peut payer ses factures que d'être poli aux autres politiciens. Vous venez d'entendre un extrait d'une vidéo publiée sur les médias sociaux mardi par le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, qui ne compte visiblement pas s'excuser auprès des maires de Montréal et de Québec pour les avoir traités d'incompétents dans leur gestion de la crise du logement. Il a aussi critiqué cette semaine leurs homologues de Toronto et de Vancouver. En dépit du tollé provoqué par les propos du chef conservateur, une constante demeure. La crise du logement au Québec, surtout et ailleurs au pays, est criante. Le rythme des mises en chantier dans le résidentiel est loin de suffire à la demande des villes qui accueillent toujours plus de nouveaux arrivants. Quelle solution à prioriser pour éviter de frapper un mur? Pour en parler, je reçois la mairesse de Longueuil, présidente du comité sur l'habitation à l'Union des municipalités du Québec, Catherine Fournier. Bonjour, Mme Fournier. Bonjour. Michel Trépanier, président du Conseil provincial des métiers de la construction, le deuxième syndicat en importance de la construction au Québec. Bonjour, M. Trépanier. Bonjour, M. Gravel. Et Isabelle Demers, vice-présidente développement stratégique, affaires publiques et innovation à l'Association professionnelle de la construction et de l'habitation du Québec. Bonjour, Mme Demers. Bonjour, M. Gravel. Je commence avec vous, Mme Fournier, donc mairesse de Longueuil. Oublions les insultes, oublions les slogans. Reste une chose, c'est que ça ne va pas très bien. Même dans votre ville, Longueuil, on parle de Montréal, de Québec, d'autres villes, d'autres grandes villes au Canada, mais l'année dernière, ça a aussi été catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement. Puis en fait, on peut parler là, d'une conjoncture économique qui touche l'ensemble des mises en chantier partout, non seulement au Québec, mais au Canada. On le voit bien avec les statistiques qui, effectivement, ne sont pas différentes à Longueuil que dans d'autres grandes villes, comme des plus petites municipalités également. Donc, on est vraiment à la jonction de taux d'intérêt très élevés, les coûts de construction également qui sont à la hausse, la pénurie de main-d'œuvre. Donc, quand je parle des facteurs macroéconomiques, c'est vraiment ceux-ci. Par contre, c'est vrai que l'ensemble des paliers de gouvernement, dont les municipalités, ont un rôle à jouer pour faciliter les projets de construction résidentielle sur nos territoires. Puis d'ailleurs, le monde municipal est pleinement conscient et engagé dans ce sens-là. Oui, parce que le citoyen le sait. Hein? Par exemple, aller chercher un permis pour construction ou pour rénovation ou pour quelque raison que ce soit dans une municipalité, incluant la vôtre, c'est pas facile, là. Et donc, ces citoyens auraient tendance à dire que peut-être M. Poilievre n'a pas totalement tort. Il faut dire que les mêmes processus pour obtenir des permis étaient en cours lorsqu'on a eu des records de construction en 2020 et 2021, par exemple. Ben oui, tout à fait. C'est pour ça que même si on avait un record de construction, est-ce que les pratiques étaient les meilleures dans les villes? La réponse, c'est non. On a des efforts à mener pour alléger, pour simplifier les processus. Ceci dit, il y a quand même des contraintes. On ne veut pas non plus pouvoir bâtir n'importe quoi. On a une responsabilité pour avoir une qualité également urbanistique, architecturale dans nos villes. Mais on pense qu'il y a un point d'équilibre, justement, qu'on est capable de trouver. Et à Longueuil, par exemple, on est en processus de, justement, revoir nos règlements d'urbanisme, enlever quelques couches là, qui s'accumulent facilement avec les années, mais tout en s'assurant que lorsqu'on délivre un permis de construction, on le fait en respect également des capacités de nos infrastructures, qui est un enjeu qui est important, puis que, justement, on puisse avoir un cadre bâti qui soit bien intégré dans nos quartiers. Oui, Mme Demers, donc de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, vous venez d'entendre Mme Fournier. Est-ce que ces règlements, souvent qualifiés de tatillons, sont un frais important à la construction dans nos villes? Bien, force est de constater que c'est le cas, pas dans toutes les villes, évidemment, et c'est à variation très variable. Mais dans nos grandes villes? Mais dans nos grandes villes, c'est sûr qu'il y a beaucoup de réglementations. Une des choses que nos entrepreneurs nous disent, c'est qu'il n'y a pas de constance et de prévisibilité, ce qui amène un élément de difficulté supplémentaire. C'est-à-dire que ça pourrait être d'une ville à l'autre ou d'un arrondissement à l'autre. Parfois, les demandes sont différentes. Donc, ça implique des ajustements constants. D'une part, on comprend très bien qu'il faut qu'il y ait une forme de réglementation puis qu'il faut qu'il y ait une structure qui soit faite, qui soit mise en place. Mais il faut être en
mesure de faciliter les démarches, l'approbation des permis, de faciliter la compréhension des règlements pour être en mesure de construire plus rapidement. En ce moment, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, les délais sont actuellement de 6 mois à Montréal, par exemple. Mais dans notre contexte, 6 mois pour le délai d'approbation, on n'a pas commencé à construire. Donc, ça veut dire que ça nous amène encore plus loin dans le temps. Mais ce qu'on dit aussi souvent, et donc je reviens à cette déclaration de M. Poilievre qui parle d'incompétence, mais ce qu'on remarque, c'est le contexte est multifactoriel. Il n'y a pas que la réglementation, il y a plein de choses. Mme Fournier en a parlé, les taux d'intérêt, la pénurie de main-d'œuvre. Bien, on est tout à fait d'accord. L'idée, c'est pas de pointer du doigt un coupable. L'idée, c'est tous ensemble de mettre les mains à la pâte pour trouver les solutions, parce que il y a toute une chaîne d'intervenants qui doivent s'impliquer pour trouver les solutions. C'est pas une seule solution qui va faire en sorte qu'on va réussir à construire demain. C'est plusieurs solutions qui sont à la fois de l'ordre du marché, pour faire en sorte que ça soit abordable, à la fois de l'ordre des processus pour qu'ils soient simplifiés, pour qu'on soit capable de construire plus rapidement, à la fois au niveau de notre espace. Il faut être en mesure d'avoir les infrastructures qui puissent soutenir ces projets-là, mais aussi de limiter certains effets de pas dans ma cour ou de certains effets où, essentiellement, d'un côté, on a besoin de densification, puis de l'autre côté, bien, on limite la densification. Et puis ensuite, bien, il y a toute l'organisation du travail qu'on devrait aussi amener de façon plus flexible. Donc, plusieurs éléments, effectivement, M. Gravel. Alors, justement, donc, responsabilité dans les villes, responsabilité chez les promoteurs, facteurs macroéconomiques, mais aussi, et vous venez de le dire, tout ce qui concerne les relations de travail. Michel Trépanier, président du Conseil provincial des métiers de la construction, je vous fais entendre une déclaration du ministre du Travail, Jean Boulet, qui était avec nous cette semaine et qui travaille sur une réforme de la loi sur la construction et qui déplorait à ce micro, notamment, un manque de productivité et d'agilité dans le secteur de la construction. Monsieur Boulet. L'Association de la construction du Québec a commandé une étude externe faite par des économistes qui démontre, selon différents scénarios de polyvalence, ça permettrait de diminuer de 10 % le nombre d'heures travaillées. C'est 21 millions d'heures de travail qu'on vient sauver. C'est l'équivalent de ce qui serait requis pour construire à peu près 25 écoles primaires. Alors, donc, M. Boulet, qui était la semaine dernière à cette émission, M. Trépanier, l'équivalent de 25 écoles, s'il y avait un peu plus de souplesse dans vos syndicats de la construction. Mais je pense qu'on peut être plus agile en tant qu'industrie. Ce que je trouve malheureux par rapport aux affirmations de M. Boulet, on se base sur un sondage d'opinion. C'est pas sur une étude économique de comment améliorer l'industrie. Comme Mme Demers le disait, on fait partie de la solution. Il y a plusieurs intervenants. Ici, on peut être plus agile. Mais pour nous, avant de parler de pouvoir permettre de faire d'autres tâches d'un autre métier, on veut parler de la compétence qui vient avec et de la qualité des travaux. Notre grosse préoccupation dans la modernisation, on est ouvert, on va faire partie des discussions, on va arriver en mode solution, mais on veut juste s'assurer aussi qu'il y a une qualité, surtout dans le secteur résidentiel. Quand on parle pour l'achat d'une maison, c'est l'achat d'une vie. Pour un citoyen de 20 ans, un jeune couple, on veut s'assurer qu'il y a la qualité qui vient avec. Puis il y a un certain encadrement qu'il faut avoir. Il y a peut-être des pistes de solutions qu'on peut amener, mais il y a une réflexion à avoir. Mais un n'exclut pas l'autre nécessairement. Exact. Donc, plus d'efficacité, par exemple, dans la formation, plus de souplesse. Parce que là, on parle par exemple, de la possibilité de mobilité de travailleurs d'une région à l'autre. On ne parle pas de qualité comme telle. Bien, il y a deux choses. Un, pour la qualité, pour nous, la priorité à l'international, c'est la formation professionnelle. Il faut s'assurer que nos travailleurs, quand on leur donne accès à notre industrie, on en prenne soin. On en prenne soin comment? En les formant de façon adéquate pour augmenter leur employabilité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette formation proposée et qui a commencé plus rapide qu'avant? Bien, on a des enjeux parce qu'on pense que c'est une fausse bonne idée. Investir en formation professionnelle, c'est toute une bonne idée, mais les impacts que ça a, parce que ça vient cibler seulement 5 métiers. Puis ça va venir cannibaliser. Puis là, présentement, c'est ça qu'on est en train d'avoir. Là. On a une érosion de certains DEP qui s'en va vers des formations AEP. Puis il n'y a pas de mesure de rétention. Il y a beaucoup de travailleurs ou de citoyens qui vont s'inscrire dans les cours parce qu'il n'y a pas de mesure de rétention qui vont quitter après la formation. Fait qu'il n'y a pas de mesure de rétention. Puis revenez pour les clauses de mobilité. Il n'y a pas nécessairement d'enjeu sur la mobilité. T'sais, le principe de mobilité dans la construction, c'est le principe d'acheter local. Oui.
Fait qu'il faut s'assurer qu'il y a des investissements qu'on priorise d'une certaine façon, la main-d'œuvre locale, puis après ça, si on a des besoins X, mais qu'on peut aller voir dans d'autres régions. Madame Fournier, comme mairesse de Longueuil, comme ancienne députée aussi au Parti québécois, souvent ce qu'on dit, c'est que, et dans le contexte actuel, puis c'est là où ça devient un petit peu difficile à suivre, parce que dans les autres provinces, il y a une baisse, mais jamais aussi dramatique qu'au Québec dans les chantiers de construction. Et ce qu'on dit, c'est qu'il manque de capitaux ici. Donc, les promoteurs qui hésitent à investir, ça prend des sommes colossales, par exemple, lorsqu'on bâtit de gros bâtiments. Est-ce qu'on doit revenir? Je me souviens, vous n'êtes pas de cette génération-là, mais moi, je le suis de Corvée Habitation, qui est un grand programme de financement pour la construction domiciliaire au Québec au début des années 80, lorsque les taux d'intérêt atteignaient des 15-20 %. Est-ce qu'on doit revenir à ce genre de formule-là ou, comme vous l'avez suggéré, peut-être que les banques ont aussi un examen de conscience à faire avec leur gros taux d'intérêt? Tout à fait. Puis il faut dire que le marché du Québec est particulier dans le sens où il y a davantage de projets locatifs qui se font chez nous et les projets locatifs sont plus difficiles à financer. Et la demande est là pourtant, hein? Tout à fait, mais quand on construit des condos, les promoteurs peuvent, par exemple, demander une mise de fonds de la part des acheteurs, ce qui est évidemment pas le cas lorsqu'on fait du locatif. Donc, la part aux institutions financières est plus élevée et les institutions financières, les banques au Canada sont très, très frileuses. Et donc, les promoteurs se retrouvent à devoir aller emprunter à des hypothèques de deuxième ou troisième rang qui ont des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, ce qui rend donc les montages financiers encore plus compliqués. Donc oui, tous les paliers de gouvernement, je le rementionne encore une fois parce que c'est important d'insister là-dessus, ont un rôle à jouer. Puis d'ailleurs, c'est dommage parce que le fédéral, pour reprendre les propos de M. Poilievre, s'est désengagé depuis plusieurs décennies de l'habitation de façon générale et a commencé à réinvestir, notamment pour des problèmes de logements sociaux de façon très récente. Oui, mais ce gros vous connaissez ce programme de Corvée Habitation de l'époque, vous l'avez lu. Oui, bien sûr. Est-ce que, parce que, vu encore là dans une crise comme celle-là, si ça entraîne des mises en chantier importantes supplémentaires, donc ça va entraîner plus de travail, ça va entraîner plus de revenus, donc sur le plan économique, au net-net, comme disent les gens d'affaires, ça va être intéressant, là, non? Est-ce que vous demandez au gouvernement de partir un gros chantier comme ça? Tout à fait, mais en fait, c'est mathématique. Il faut que les projets immobiliers soient plus rentables. Autrement, le privé embarquera pas. Donc, c'est pour ça que j'évoquais les idées d'avoir un appui pour des taux d'intérêt qui soient avantageux. C'est déjà le cas via la SCHL pour les projets à but non lucratif. Il faut que ça continue. Mais on pense que ça pourrait également être élargi au marché privé pour que, justement, les montages puissent se tenir puis qu'on lance de la construction. Parce que, vous savez, tantôt, on revient à la question des permis. C'est bien beau d'accélérer les processus dans les villes, mais la réalité, c'est que selon une étude qui a été menée par l'UMQ l'année dernière, 80 % des membres de l'UMQ, donc des municipalités, ont connu une diminution du nombre de demandes de permis. Donc, oui, on peut les accepter, les demandes de permis, mais encore faut-il qu'elles viennent. Donc, c'est pour ça que c'est important également d'avoir des incitatifs à la construction pour les promoteurs qui soient publics, donc qui soient à but non lucratif ou qu'ils soient privés. Alors donc, même avec une diminution du nombre de demandes de permis, c'est toujours aussi long d'obtenir un permis. Je dis ça avec un sourire en coin. Non, mais tout à fait, parce qu'il y a une complexité qui est plus grande aussi. Ça dépend des milieux. Ouais. Mais dans les milieux déjà bâtis, quand on parle de requalification, il y a une complexité qui est plus grande, mais on en est conscient. Comme je mentionnais, il y a quand même une lourdeur qui est mise sur nos départements également d'urbanisme qui font leur possible dans le contexte. Madame Demers de l'Association de la construction et de l'habitation du Québec, vous demandez une réduction de taxes de TVQ, entre autres au Québec. Qu'est-ce qui nous garantit que les promoteurs ne se rempliront pas les poches avec ça? Bonne question. Puis on s'est posé la question, nous aussi, mais tu sais, la réalité, c'est qu'en ce moment, puis on a fait des recherches, le pourcentage de marge de profit dans le résidentiel là, qui est financier, GCR par exemple, on parle de 6 % de profit. On est loin là, de la coupe aux lèvres. Oui, mais c'est sur des centaines de millions de dollars là, globalement. C'est pas rien, 6 % là. Je comprends, mais il reste quand même que il faut, puis Mme Fournier l'a bien dit, il nous faut construire plus de toutes sortes de choses, à la fois du locatif, à la fois du privé, à la fois, pourquoi pas, des coopératives. Il faut ouvrir le modèle et avoir une offre qui est plus grande. En ce moment, je vous dirais que l'enjeu principal, c'est que les gens n'ont pas les revenus pour être en mesure d'aller acheter.
Et donc, parce que c'est trop cher et les taux d'intérêt sont trop chers, il y a une diminution de la taxe sur le locatif. Bien, on le voit, le fédéral l'a proposé, puis c'est fantastique. Mais si on voit le logement comme étant aussi un bien essentiel, puis que c'est souvent justement un achat d'une vie, ici c'est un bien essentiel, bien, ça ne devrait pas être taxé. Oui, mais quand vous dites que c'est trop cher, c'est tout aussi cher dans les autres provinces canadiennes. Les gens n'ont pas plus d'argent à l'extérieur du Québec qu'on en a ici, là, non? Et alors qu'à l'extérieur, c'est pas aussi dramatique qu'ici. Bien, puis vous avez raison, c'est une très bonne question à se poser, en fait, comme société. Qu'est-ce qui fait que l'enrichissement est plus grand dans le reste du Canada qu'au Québec? Il y a plusieurs raisons là, qui expliquent ça, évidemment, mais ce qui reste au niveau là, de la capacité d'investissement ailleurs au Canada pour l'habitation est dans bien des cas plus élevé qu'au Québec. Donc, cet accès-là est peut-être un peu plus possible et peut-être que c'est ces petits points de pourcentage-là qui font toute la différence. M. Trépanier, je reviens à ce projet de M. Boulay qui propose donc une vaste réforme dans l'industrie de la construction. Est-ce qu'on doit s'attendre à une partie de bras de fer entre les syndicats de la construction et le gouvernement du Québec là-dessus, après ce qu'on a vécu dans ces grèves, Front commun, milieu de l'éducation? Je ne le souhaite pas. Honnêtement, je ne crois pas. Je pense qu'on mais avec les intentions du gouvernement, est-ce que ça se dessine ou? Bien, ça va être difficile, mais je pense qu'on est vraiment en mode constructif. T'sais, on a déjà eu des approches un petit peu plus rudes, mais on est vraiment en mode, oui, on doit se moderniser, puis on doit faire mieux. Faire mieux, prendre soin de nos travailleurs, bâtir mieux aussi. Fait qu'on a cette ouverture-là de discussion. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'on entend beaucoup M. Boulay parler beaucoup de demandes patronales, d'augmenter la productivité pour bien de tout le monde, puis on oublie les travailleurs. Fait que l'environnement de travail, c'est très dangereux, c'est non sécuritaire. On a un problème de rétention, on a un problème d'industrie, de formation. On espère que ça va être dans les priorités du gouvernement. Fait qu'on va être en mode écoute, on va être en mode solution, puis on verra à partir de là. Oui, la perception qu'on a, à tort ou à raison, souvent, c'est que le milieu de la construction est un milieu fermé. Ouais. Et ce qu'on déplore aussi, c'est qu'il y aurait de la discrimination pour, par exemple, l'embauche de travailleurs qui viennent de l'étranger, l'embauche de femmes aussi dans un milieu, je pense qu'on peut dire, qui est encore pas mal macho. Comment expliquer, parce que ce sont de très, très bons emplois. J'imagine quelqu'un qui vient du Maghreb, qui arrive ici, puis qui voit un emploi rémunéré à 30-40 $ de l'heure. J'exagère pas, hein, ça existe. C'est attrayant, là. Comment ça se fait qu'il y a encore une pénurie de main-d'œuvre dans ce secteur-là? Je peux comprendre en restauration où c'est peut-être moins cher, par exemple, dans les chaînes de restauration rapide, mais là, c'est des gros salaires. Bien, plusieurs points. Un, on a une perception qu'on a des bonnes conditions de travail, puis oui, on a un bon taux de salaire. On a beaucoup de travail au noir. Un travailleur de la construction va travailler seul. Encore? Oui. Vraiment? Oh, et ça, c'est un sujet que personne ne veut parler. Oui. Il faut en parler. Mais ça existe encore. Ah, ça existe beaucoup. Un travailleur de la construction va juste travailler 1000 heures par année. C'est la moitié de sa capacité d'heures qu'il pourrait travailler de façon annuellement. Fait que on dit qu'on a un problème de pénurie. Le problème qu'on a, on a un problème de pénurie d'une main-d'œuvre qualifiée. Fait que si on est capable d'accentuer, de s'assurer qu'on paye des conditions de travail adéquates, selon nos conventions, on va pouvoir garder la qualification. Pour les femmes, je suis d'accord avec vous, il faut faire mieux. Il faut faire mieux. On est en train de faire mieux. Le problème, c'est tout le temps l'embauche. L'embauche. Il faut être capable de faciliter l'embauche des femmes. Puis on a fait des représentations dans les dernières semaines avec l'infrastructure pour dire, dans les contrats, il pourrait y avoir des balises minimales qui soient obligatoires pour les entrepreneurs. Pour l'immigration, c'est une autre chose. L'immigration, on doit faire mieux. Puis je pense qu'on fait un consensus d'industrie de l'accompagner mieux par rapport aux reconnaissances d'acquis puis de compétences. C'est là l'enjeu. C'est dans la machine. Il faut trouver une façon de faire mieux, mais sans au détriment de la compétence puis de la qualité. Madame Fournier, dernière question rapidement. Dans les villes, on parle beaucoup de densification pour ce qui est de la construction. Est-ce que c'est pas une fausse bonne idée dans la mesure où, par exemple, dans les municipalités de banlieue comme à Longueuil, les gens, ce qu'ils veulent, c'est des maisons unifamiliales souvent, là, non? En fait, il y a une diversité de population, donc il y a une diversité de besoins puis de goûts également en matière d'habitation. On doit faire des choix, on doit conjuguer, oui, nos défis en matière de logement, mais nos défis en matière de responsabilité climatique aussi. Une ville comme Longueuil fait le choix de protéger ses milieux naturels, puis c'est d'ailleurs un choix qui est appuyé par la vaste majorité
des gens de notre ville. C'est vrai chez nous, c'est vrai ailleurs. Donc, par la suite, c'est après de pouvoir offrir, comme je mentionnais, le différents types de logements. Puis au contraire, on voit que des densifications plus marquées, donc des tours, par exemple, ou encore une densification qui va être plus douce, un logement accessoire dans une cour ou de pouvoir subdiviser un logement, donc dans un quartier résidentiel, dans une maison unifamiliale, par exemple. C'est un autre type de densification sur laquelle on travaille au sein des municipalités au Québec, donc pour répondre à la diversité de besoins et de goûts. Catherine Fournier, mairesse de Longueuil, présidente du comité de l'habitation à l'Union des municipalités du Québec, Michel Trépanier, président du Conseil provincial des métiers de la construction, et Isabelle Demers de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec. Merci à tous les trois. Bonne fin de semaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, au revoir.